Pourquoi est-il primordial d'avoir un comité de sécurité et de santé au travail dans son entreprise au Gabon? Le chef d'entreprise recrute des salariés, en fait, parce qu'il a besoin de ressources humaines et techniques pour atteindre certains objectifs, notamment financiers. En contrepartie, les salariés, eux, ils reçoivent une rémunération. Le code du travail va organiser toute cette relation. L'employeur est responsable de l'application des mesures de prévention pour la sécurité et la santé au travail destinées à assurer la protection des travailleurs qu'il emploie. L'article 236. Ça, c'est très dangereux. L'application des mesures de prévention. Ça veut dire que le jour où il y a un accident, il n'a pas bien appliqué les mesures de prévention. C'est vraiment un texte qui est très contraignant pour les employeurs et qui a vraiment poussé les employeurs à aller dans tous les sens avec parfois une dictature de la sécurité parce qu'on ne va pas au travail pour perdre un pied, on ne va pas au travail pour perdre un œil. Si l'employeur ne met pas la sécurité dans son entreprise et qu'il y a énormément d'accidents, les magistrats sont très rigoureux avec ça. Ils ne blaguent pas avec l'intégrité physique du salarié. Quand quelqu'un a perdu la vie dans une entreprise, je ne vois pas comment vous allez vous justifier avec cet article 236. Parce que si vous avez un risque capable d'ôter la vie, ben en fait, vous faites tout pour prendre en priorité les mesures de prévention liées à ce risque. Et l'article 236, ça ne blague pas. La sévérité des peines, le plus souvent, est en lien avec la gravité du délit. Plus c'est grave, plus la peine va être sévère. Il n'y a aucune explication. Maintenant, le Code du travail va quand même donner certaines règles également aux salariés. Pour le salarié, il demande juste deux choses: de respecter le règlement intérieur et de coopérer avec l'employeur dans l'application des mesures de prévention des risques présents sur le lieu du travail. Et ça, c'est l'article 241 et 243 du Code du travail. L'employeur, bien entendu, avec son article 236 très contraignant, où il a une obligation de résultat dans la sécurité de ses salariés, il va déléguer un peu de son pouvoir au QHSE, au chef de service, aux membres de l'encadrement, etc. Et là, il va avoir des procédures, il va avoir plein de choses qui vont être établies pour vous protéger. Si vous ne coopérez pas avec l'employeur dans l'application de ces mesures de prévention, là, l'employeur peut se dédouaner. Est-ce que vous comprenez? Si vous refusez une règle bien établie dans l'entreprise, vous refusez de la respecter et que vous avez un accident, là, l'employeur peut se dédouaner. Si vous ne respectez pas le règlement intérieur, là, l'employeur peut se dédouaner. Et quand l'employeur se dédouane, vous exposez votre responsabilité civile et votre responsabilité pénale. L'article 236, rappelez-vous, le premier paragraphe disait: l'employeur est responsable de l'application des mesures de prévention pour la sécurité et la santé au travail destinées à assurer la protection des travailleurs qu'il emploie. Et le deuxième paragraphe nous dit ceci: en vue de fournir et de maintenir un milieu de travail sûr et salubre. Donc en fait, il t'explique comment atteindre un objectif zéro accident, c'est-à-dire sûr, et où il n'y a pas de possibilité d'avoir des maladies professionnelles et salubres. Et dans le cadre tracé par la politique nationale de santé au travail, il ne faut pas faire la prévention comme vous voulez, il faut rester dans le cadre tracé par la politique nationale de santé au travail. Et que nous dit ce cadre tracé par la politique nationale de santé au travail? L'employeur doit, en concertation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise, il ne fait pas la prévention seul, il doit atteindre ses objectifs en concertation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise. Il doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement un programme de prévention des risques présents sur les lieux du travail. Ce deuxième paragraphe, c'est ce qui cause énormément de tort dans l'entreprise. Parce que le plus souvent, les employeurs, ils ne comprennent pas. Ils ont un accident de travail, les gars, ils montent tous les documents, toutes les procédures, etc. Et l'inspecteur du travail leur dit: écoutez, nous, on n'a pas votre dossier. Est-ce que les représentants du personnel sont informés de tout ce que vous faites? Est-ce qu'ils participent avec vous dans vos démarches de prévention? Non. Donc, c'est de la dictature de la sécurité. De quel représentant du personnel s'agit-il? Que l'employeur doit agir en concertation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise, mais de quel représentant du personnel s'agit-il? On va voir ça dans la prochaine partie.
De quel représentant du personnel s'agit-il quand on demande à l'employeur de travailler en concertation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 11 salariés dans une entreprise, il vous faut des délégués du personnel. Ces délégués du personnel, comme l'employeur ne peut pas parler avec tous les salariés, ce sont des interlocuteurs directs de l'employeur. Ils sont là pour la réclamation. C'est important de retenir leur rôle. Ils réclament. On réclame pour des droits qui existent déjà. Ensuite, dans une entreprise de plus de 50 salariés, nous avons des délégués syndicaux. Les délégués syndicaux, eux, ils sont dans la revendication. On revendique pour des nouveaux droits. Le délégué syndical est l'intermédiaire entre le syndicat et l'employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les délégués du personnel et les délégués syndicaux sont protégés juridiquement contre le licenciement. On ne peut pas les licencier facilement comme ça, c'est pas possible. C'est des grosses procédures et il faut que les inspecteurs du travail soient associés. Par exemple, dans une entreprise de plus de 50 salariés, on va avoir deux types de délégués différents. Délégués du personnel, donc je vais les appeler DP, qui sont dans la réclamation. Les délégués syndicaux, je vais les appeler DS, qui sont dans la revendication. Les deux sont là pour les intérêts des salariés. Et ils sont protégés contre le licenciement. Ce sont les leaders et le plus souvent ils sont sous pression des salariés. Ils vont parfois défier l'employeur. C'est leur rôle d'aller rechercher tout ce qui est négatif et d'en faire des réclamations ou des revendications. Et dans une entreprise gabonaise, c'est pas toujours la joie. S'il faut rechercher le négatif, il y aura toujours. Et malheureusement, ces délégués du personnel et délégués syndicaux n'ont pas souvent des contre-droits dans leur idéologie négative. C'est ce que nous allons voir dans la suite de ce podcast. Alors, plus l'effectif est grand, plus il est difficile pour l'employeur de prévenir les risques. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y aura toujours de la matière pour les délégués syndicaux et les délégués du personnel. Si on arrive à 200 employés, 300 employés, 500 employés, 1000 employés, ils vont naturellement devenir très puissants. Et ça, l'employeur ne peut pas gérer ça avec le QHSE. Avec mon expérience, j'ai fait 4 constats face à cette situation. Premier constat, l'équipe chef d'entreprise QHSE encadrement, plus l'effectif est grand, plus il n'arrive pas à atteindre les objectifs de sécurité et les accidents sont fréquents. Ensuite, l'équipe chef d'entreprise QHSE, mais en fait, ils arrivent à atteindre les objectifs de sécurité, mais il existe une dictature de la sécurité. Le salarié ne se sent pas écouté. Et là, ils sont toujours dans des plaintes, ils sont toujours en train de ronronner, ils sont en train de chuchoter entre eux, etc. Il y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise, il y a un mauvais climat social. Et paradoxalement, il y a des bonnes conditions, mais les salariés se plaignent le plus. Le plus souvent, c'est des signes qui sont très négatifs et qui peuvent, bien entendu, déboucher à un accident de temps en temps ou pourquoi pas même une grève. Et pourtant, il y a des conditions de travail. Vous voyez un peu, les salariés n'adhèrent pas au projet, ils ne se sentent pas écoutés. Troisième constat, les salariés n'ont pas conscience des efforts du chef d'entreprise ou et les trouvent insuffisants. Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas impliqués. Quatrième constat, en fait, on a des délégués du personnel et ou des délégués syndicaux qui deviennent très très puissants. Et on a un climat de défiance qui s'installe dans l'entreprise. On a des entreprises au Gabon, dont je ne veux pas citer le nom, où des délégués du personnel ou des délégués syndicaux peuvent faire virer un chef d'entreprise. C'est-à-dire que quand ils déposent un préavis de grève, on change le chef d'entreprise. Tellement ils sont dans un secteur sensible, tellement l'effectif est devenu grand et ces délégués du personnel sont devenus hyper puissants. Et ça, c'est dommage parce que votre démarche de prévention n'est pas bonne. En résumé, les délégués du syndicat, c'est de la revendication. Les délégués du personnel, c'est la réclamation. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, naturellement, les salariés vont être intoxiqués
de tout ce qui est négation. Ils vont finir par être démotivés. Il y aura des accidents de travail et à chaque accident, ils seront encore plus démotivés. Et il y aura de temps en temps des mouvements de grève. C'est inévitable. Il y a un mal-être qui va s'installer dans l'entreprise. Les salariés vont se replier sur eux-mêmes et il y aura plus d'implication. Faites, c'est votre entreprise, moi je force pas, etc. Vous allez avoir des salariés qui vous combattent. Et ça, c'est vraiment dommage quand vous avez des salariés qui travaillent contre l'entreprise. C'est dommage. Les délégués du personnel ne sont pas mauvais. Ils sont dans leur rôle. Il faut un groupe pour combattre un groupe. Et c'est là où intervient le comité de sécurité de santé au travail. Et là, je reviens juste derrière pour vous expliquer comment combattre l'idéologie des délégués syndicaux et des délégués du personnel. À tout de suite. Le comité de sécurité de santé au travail, en fait, finalement, c'est la clé de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le QHSE, le chef d'entreprise et tout ce qui est encadrement, en fait, naturellement, ils ne peuvent rien face aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans des entreprises de plus de 50, de 100, de 300, de 1000. Plus l'effectif est grand, plus ces élus deviennent très puissants. Il y aura des clans, il y aura de la défiance, etc. Comme je vois souvent dans les entreprises, le chef d'entreprise qui a un peu ses espions, qui a ses alliés, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pas une bonne démarche. Alors que le code du travail a anticipé ce contrepoids. Et donc, il a créé ce qu'on appelle, dans son article 252, un comité de sécurité et de santé au travail qui est exigé dans les entreprises de plus de 50 salariés. Que dit réellement le texte ? La mise en place d'un comité de sécurité et de santé au travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs au cours des 3 dernières années. Sont pris en compte dans le calcul de l'effectif au prorata, on a les salariés sous CDD et CDI et les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure. Par exemple, on a parfois des femmes de ménage qui viennent d'entreprises externes. En fait, ils sont comptés dans l'effectif pour savoir s'il vous faut un CSST ou non. De qui est composé le comité de sécurité de santé au travail ? On a le chef d'entreprise ou son représentant, les représentants du personnel élus au CSST pour un mandat de 3 ans, c'est très important. Je vis dans certaines entreprises, ils ont sorti des notes de service, 2 ans, non, c'est 3 ans. Le responsable du service sécurité, dans les entreprises, c'est souvent le QHSE, mais au-dessus du QHSE, si vous avez un directeur sécurité, etc., c'est lui qui est d'office au CSST. Le médecin du travail ou l'infirmière d'entreprise. Ça, c'est très important. Donc, on a 4 acteurs importants au CSST. Maintenant, lors des réunions, vous pouvez toujours ajouter d'autres personnes qui peuvent être utiles. Si vous avez quelqu'un aux achats qui est très important dans l'entreprise, si vous avez un responsable de ressources humaines, si vous avez d'autres chefs de service importants, vous pouvez les associer dans les réunions de temps en temps, mais ils doivent recevoir des invitations, comme tous les membres. OK ? Ils sont pas membres de droit, ils viennent comme invités et ils reçoivent des invitations. Il doit y avoir une nouvelle élection pour ces élus au CSST, des nouveaux élus, mais qui ne seront pas dans la revendication et la réclamation. Ils vont cette fois participer à l'amélioration des conditions de travail. Ils seront, entre guillemets, du camp de l'amélioration des conditions de travail avec l'employeur. Ce sont eux qui vont créer le contrepoids contre les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Parce qu'il faut un groupe pour combattre un groupe. Là, nous sommes dans l'idéologie. Normalement, ce ne sont pas des ennemis. Et qu'est-ce que je préconise souvent, moi, quand j'accompagne des CSST ? Il faut que ces élus au CSST fassent une réunion également trimestrielle avec les autres DS, c'est-à-dire les délégués syndicaux, et les DP, les délégués du personnel, pour dire ce qui est en train de se faire en bien. Parce que qu'est-ce qui se passe le plus souvent dans les entreprises ? Les salariés ne sont pas informés des efforts du chef d'entreprise. Ces élus-là sont vraiment là pour ça. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise où les délégués du personnel et les DS sont très puissants,
ou s'ils ne le sont pas encore, sachez qu'ils vont les devenir. En fait, vous avez le devoir de donner assez de force à vos élus. Il faut donner du poids à vos élus représentant le personnel pour que vos CSST soient efficaces. Ils doivent avoir des succès. C'est-à-dire quand ils arrivent chez les salariés lors de leurs inspections trimestrielles, on le verra un peu plus tard dans la formation, quand ils reviendront après avoir identifié ces risques ou les nouveaux risques, etc., en fait, il faut des actions, il faut des réussites, il faut des succès à l'encontre de ces élus. Il faut que les salariés croient en eux. Et de ce fait, ça va baisser naturellement les revendications et les réclamations des autres élus. Et c'est ce qu'on appelle un meilleur climat social dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on fait la prévention. C'est pourquoi l'article 236 dit, en concertation avec les représentants des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement un programme de prévention des risques présents sur les lieux du travail. Donc, un CSST efficace fera baisser naturellement les revendications des autres délégués. L'employeur doit donner du poids, ça j'insiste dessus, à ses élus pour effectuer ce contrepoids contre les revendications et les réclamations. Il faut en fait que le rôle de ces élus et leur fonction de préventeur au CSST soit aussi important que celui du RH même dans l'entreprise ou de celui de la fonction financière par exemple. C'est très important. Si vous négligez vos élus, vous négligez vos salariés. Il faut qu'ils aient du poids. Et dans la prochaine partie, on va voir qui procède à la désignation des membres du CSST et comment se fait-elle. Et pour ce faire, je vous donne rendez-vous juste après, tout de suite. Qui procède à la désignation des membres du CSST et comment se fait-elle? En fait, il faut savoir que 90% des comités de sécurité de santé au travail au Gabon échouent dès l'élection même. Ça, c'est très important. C'est une stat qui peut être supérieure à ce chiffre parce que j'en discute tout le temps avec les inspecteurs du travail, avec les agents de prévention de la CNSS. C'est catastrophique. Dès l'élection même, les gens commencent à aller avec une infirmité, un gros problème dès le départ, c'est pas facile. Les membres représentant le personnel au CSST sont désignés ou élus par leur collège, compte tenu de leurs connaissances techniques ou leurs aptitudes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité. C'est très important ce que le texte nous dit. Les membres représentant le personnel au CSST sont désignés. Et là, il y a beaucoup d'employeurs qui sont allés dans tous les sens. Ils ont dit, moi, je veux que ce soit X et X et X. Non, non, c'est pas du tout. Ils sont désignés, en fait, c'est entre eux-mêmes. Ça n'a rien à voir. L'employeur ne doit même pas se mêler. Ça veut dire que si il n'y a pas de vote, c'est par consensus. Ils décident que c'est tel et tel qui vont au CSST. Ok? Maintenant, s'il y a plusieurs candidats, en fait, il faut une élection. C'est pour ça qu'on dit désigné ou élu par leur collège. Le plus souvent, les employeurs, quand ils font une élection au CSST, ils se disent, bon, on va faire comme une simple élection des délégués du personnel ou des DS. En fait, vous allez encore avoir des gens qui vont être élus au CSST sur leur leadership. Ils vont battre campagne pour bouder avec l'employeur. Ils vont mettre en avant la défiance. En fait, vous tirez une balle dans la jambe. Le texte dit bien, compte tenu de leurs connaissances techniques ou leurs aptitudes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité. Parce que s'ils ne sont pas capables d'apporter des gros changements, d'aider pour l'amélioration des conditions au travail, en fait, ça va être des élus qui servent à rien. Et le plus souvent, ils font campagne même sans savoir pourquoi ils font campagne. Qu'est-ce qu'ils vont faire au CSST? Parfois, l'employeur ne cerne même pas lui-même ce que c'est le CSST, les bénéfices, etc. Il fait simplement le CSST pour cocher une case ou parce que y a une mise en demeure ou autre chose. Mais non, non, non. Il faut vraiment comprendre, il faut bien savoir fixer les objectifs avant d'entamer l'élection. En plus d'avoir des connaissances techniques ou des aptitudes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité, il faut que les salariés soient capables de bien lire et écrire. Ça, c'est pas dans un texte, mais j'ai également beaucoup vu ça en entreprise, c'est que
Les élus qui arrivent, ils sont tellement dépassés par les enjeux, par la grandeur de la tâche qu'en fait, ils servent à rien. On se retrouve dans un CSST où les QHSE continuent à collaborer avec l'employeur. Donc, en fait, le CSST, son rôle de contrepoids, il ne sert à rien parce que les élus sont des fantômes, ils sont pas à la hauteur. Ils viennent juste pour être informés de ce qui se fait. Or, c'est pas ça le but. Ils doivent être un réel contrepoids contre les DS et les DP. Rappelez-vous, DS, délégués syndicaux, DP, délégués du personnel. Et là, on est dans l'idéologie. Il faut qu'ils soient capables d'être performants. Et le CSST est avant tout juridique. Il faut des procès-verbaux, il faut des rapports d'inspection terrain, etc. Sans ces procès-verbaux, ce serait catastrophique, votre CSST. Il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas de réel changement. Ces procès-verbaux, en fait, ce sont eux qui changent tout. Ces rapports d'inspection, ce sont eux qui changent tout. Parce que quand on met le volet juridique au-dessus, en fait, l'employeur ne peut que se conformer. Qu'est-ce qui se passe quand l'employeur travaille seul avec le QHSE? Quand le QHSE lui dit, bah écoutez, voici tel risque, voici ça, il est bien conscient des risques, mais il va se dire, bon, on va faire après, on va faire ça, parce que pour lui, le volet économique prend le dessus sur tout. Mais quand on est en CSST, la donne change. Et là, on est dans une instance juridique. C'est très important. Quand on ramène des risques, ces risques doivent être analysés en CSST et un plan d'action doit être effectué pour pouvoir supprimer ce risque ou le maîtriser. Et ces procès-verbaux de réunion vont aller à l'inspection du travail, à la CNSS et à la Direction générale de la santé et sécurité au travail. Donc on est vraiment sur des promesses importantes pour mettre en pratique les actions qui ont été effectuées. S'il n'y a pas de procès-verbaux, s'il n'y a pas de rapport, s'il n'y a pas d'écrit, bah c'est catastrophique votre CSST. Comment se fait l'élection des élus au CSST? L'élection va se faire par vote à la majorité simple des deux catégories des salariés. On a les cadres qui vont voter entre eux et on a les non-cadres qui vont voter entre eux. La désignation, rappelez-vous, se fait par consensus au sein de leur collège sans la participation ni l'influence de l'employeur. Et là, je vous donne encore un petit secret parce que nous... quand vous faites accompagner par une entreprise extérieure comme celle de Bex Consulting avant la nôtre, en fait, vous avez la capacité d'influencer un peu le vote. Bon, influencer, c'est un peu négatif, mais moi, je peux me permettre de me rapprocher des élus, de me rapprocher des DS, de discuter avec eux et leur dire, voici les enjeux du CSST. Si ça réussit, tout le monde est gagnant. Il nous faut des réels candidats, des bons élus. Parce que si vous avez des bons élus, tout le monde est gagnant. Et là, les employés se concertent entre eux et en consensus, ils désignent des personnes les plus aptes pour aller au CSST. Je me rapproche également de l'employeur et j'explique les enjeux. Et lui, il choisit, il me dit, pour cette tâche, je préférerais travailler avec tel ou tel. Et les élus vont me donner certains éléments, l'employeur va me donner certains éléments, et là, on va faire un consensus, parce que l'employeur ne peut pas tout avoir, les élus également, pour désigner les meilleurs éléments au CSST. Le premier CSST, c'est bien de mettre l'employeur en confiance, parce que c'est quand même un petit risque au vu des enjeux du CSST, d'un échec au CSST. Il ne faut pas que ça échoue. Tout le monde est gagnant d'avoir un CSST qui réussit. Bonjour à tous. Merci d'avoir écouté cet extrait de notre livre audio, le guide complet du CSST, comment mettre en place une culture de la sécurité au milieu du travail. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes soucieux de la sécurité dans votre entreprise et que vous êtes prêt à faire de la prévention un élément clé de votre succès. Dans ce livre audio d'une durée de plus d'1h 48 minutes, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir pour mettre en place une culture de la sécurité dans votre entreprise. Nous avons rassemblé les meilleures pratiques et les stratégies les plus efficaces pour prévenir les accidents et les blessures sur les lieux du travail. Que vous soyez un employeur, un employé, un représentant du personnel, un élu au CSST, un représentant syndical, un professionnel de la santé et sécurité, ce livre audio est fait pour vous. En plus du livre audio, vous recevrez également plusieurs documents électroniques tels que un exemplaire de procès verbal de réunion, un exemplaire de convocation à une réunion, un exemplaire de procès verbal après réunion et plein d'autres documents ou fiches pour vous aider à mettre en place les conseils donnés dans ce livre. Vous aurez également accès à notre groupe privé en ligne et vous pourrez poser vos questions et échanger avec d'autres personnes intéressées par la sécurité au travail. En achetant ce livre audio, le guide complet du CSST, comment mettre en place une culture de la sécurité au milieu du travail,
Vous investissez dans la sécurité et la santé de vos entreprises et de vos employés, ainsi que votre sécurité à vous-même. Avec une durée de 1h48 minutes minimum, ce livre audio est une ressource précieuse pour vous aider à mettre en place une culture de la sécurité dans votre entreprise. N'hésitez plus, procurez-vous dès maintenant votre exemplaire et commencez à agir pour la sécurité au travail. Merci encore de votre écoute et à bientôt pour la suite de notre livre. Il reste encore énormément de chapitres, je me dis quoi, peut-être une quinzaine de chapitres. Je vous attends, merci.